question. Ça sert à quoi d'interdire par décret le mouvement des frères musulmans? Ce ne serait pas plus intéressant de fermer toutes les mosquées? La mosquée n'est pas un lieu de culte, c'est un lieu de gouvernement. Boualem Sansal, vous êtes essayiste et haut fonctionnaire, membre du comité stratégique de Frontières. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Plutôt bien. Vous êtes matinal. Tout à l'heure, on vous a vu un peu plus tôt que prévu. Ouais, je suis arrivé trop tôt. Messieurs, entrons directement dans le vif du sujet. Il y a quelques jours, Didier Lemaire, professeur de philosophie, s'est exprimé à nouveau sur l'affaire du voile à Tourcoing, survenue la semaine dernière. Il dénonce l'entrisme islamique au sein de nos écoles. On écoute. Je ne reconnais pas l'école dans laquelle j'ai enseigné lors de mes premières années. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette offensive islamiste à partir des années 2000-2010 qui s'est renforcée. Or, l'État a abandonné ses enfants à des recruteurs. C'est ce qui s'est passé notamment à Trappes où j'ai enseigné. Oui. En 2010, les recruteurs sont arrivés. Le milieu a été peu à peu... Les recruteurs, c'est-à-dire ? Des recruteurs salafistes, des idéologues, des fréristes, etc. Ils ont utilisé la religion comme un cheval de Troie pour détruire notre pays. Alexandre. Boualem Sansal, vous venez d'entendre donc le témoignage assez fort du professeur Didier Lemaire qui s'était fait remarquer il y a quelques années pour avoir défendu la laïcité et avoir combattu l'islamisme à Trappes dans son école. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce témoignage sur l'état actuel de l'école française ? Écoutez, moi ce que j'observe, c'est que deux phénomènes qui vont dans deux directions opposées. Il y a une islamisation de la France qui va à son petit chemin tranquille, il n'y a rien qui l'arrête, elle ne s'arrêtera pas. Il faut en prendre conscience. Il faut peut-être envisager de devancer l'islamisation de au moins 2-3 coups, parce qu'ils ont pris beaucoup d'avance. Et puis l'autre phénomène, c'est l'État qui recule, c'est la société française qui recule, qui cède du terrain, croyant que c'est une façon, que ça pourrait être une façon d'arranger les choses, de négocier. Non, on ne négocie qu'en situation de victoire. On ne se met pas dans une situation de défaite et on va pour aller négocier. Alors, il faut affirmer des positions claires. C'est à partir de ça qu'on négocie. Est-ce qu'il y a des mesures sur l'école, par exemple, qui pourraient être prises et qui permettraient de, justement, combattre l'islamisme ? On entend régulièrement des histoires, des témoignages à Frontières qui vont aller, par exemple, de cet enfant qui, en fait, peut pas manger son sandwich au jambon dans la cantine. Vous savez, c'est des petits phénomènes qui peuvent apparaître un peu anodins pour certains, mais ça avance pas à pas. Comment on fait pour combattre ça concrètement ? Écoutez, si c'est des petites actions comme ça, pas à pas, face auxquelles on installe des mesurettes, on est parti comme ça pour un siècle. Non, c'est au sommet que les choses doivent changer. Il faut renouveler la haute hiérarchie française. Voilà. Il faut un président qui soit capable de donner un cap qui soit clair. Et d'être très clair dans ses discours et en mettant en direction de la société des signaux clairs. Que fait Macron ? D'un côté, il encourage l'islamisme et de l'autre, il vide la France de toutes ses capacités de souveraineté, de résistance. Il faut en finir. Il faut sortir. C'est par là qu'il faut commencer, c'est par la tête. Aujourd'hui, il y a quelques jours, je discutais avec Jules Laurent, justement, qui est donc rédacteur en chef et qui dirige le pôle enquête de Frontières. Et on discutait du fait qu'il y a quelques années, il y avait énormément d'attentats, mais que depuis, on imagine, c'est ce qu'on imagine ici, c'est que, ou en tout cas Jules et moi, c'est qu'il y a eu une banalisation auprès des gens. Les gens se disent, ok, c'est pas comme ça qu'on entrera plus facilement en France, c'est pas comme ça qu'on ira dans les écoles, et toutes les personnes, principalement les salafistes et islamistes, viennent maintenant en France non pas en faisant des actions choc du style attentat, mais plutôt en rentrant dans l'éducation, en ayant un comportement normal, en s'habillant le plus normalement possible. Comment est-ce que, selon vous, ils ont adapté cette stratégie ? Ça, c'est la grande stratégie des islamistes, c'est qu'ils changent tout le temps de mode opératoire. Voilà, ils font... leur objectif principal, c'est de désorienter la société. Que vous ne puissiez pas réfléchir, que vous êtes omnubilé par le danger, par la peur. Et puis là, ils font de vous ce qu'ils veulent. Un coup, ils tirent à droite, un coup, ils tirent à gauche, devant, derrière, et vous ne savez plus où aller. Mais ils ont parfaitement réussi. La société française est totalement désorientée.
Et dans l'éducation. Il faut un capitaine. Je reviens à ce que disait tout à l'heure. C'est le capitaine qui mène le bateau. C'est pas le gars qui est dans la soute qui rame. Alors il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Frontières, qui est la question des frères musulmans, sur laquelle on travaille beaucoup. On produit des enquêtes sur eux, sur leurs avocats. C'est notre rédacteur en chef Jules Laurent qui s'en charge. Bruno Retailleau a dit qu'il songeait potentiellement à les dissoudre. Est-ce que pour vous c'est une mesure essentielle? Est-ce que ça suffit? Est-ce que Il ne suffirait pas parce qu'ils passeraient dans la clandestinité. Ils sont déjà dans la clandestinité. Ils ont toujours oui, c'est pas une organisation officielle déposée pas au niveau de l'État, etc. Oui, absolument. Oui. C'est un message, disons que, à condition qu'il soit suivi de 1001 autres actions. Ça sert à quoi d'interdire par décret le mouvement des frères musulmans? Ce ne serait pas plus intéressant de fermer toutes les mosquées? Voilà, donc on peut mettre en... Vous y croyez à cette potentielle fermeture des mosquées? On ne pourrait pas fermer les mosquées en France. Mais vous pensez? Mais bien entendu, parce que contrairement à ce qu'on croit en France, la mosquée n'est pas un lieu de culte, c'est un lieu de gouvernement. C'est là que se décident les stratégies, les idées philosophiques, c'est là qu'elles tout se décide. Voilà, etc. Ils ont une loi propre à eux. Il faut différente de celle de la France. Il faut un statut spécial de la mosquée, il faut y travailler. Si on considère que c'est une institution qui fait partie de la France, il faut une loi française pour définir ce qu'est la France. Et comme dans le temps, il y a eu des lois françaises pour définir ce qu'est la synagogue, ce qu'est l'église. Il faut faire pareil pour la... Et n'oubliez pas que la mosquée est un lieu de culte autour de laquelle gravitent une multitude d'associations culturelles, sportives, économiques, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut... Mais on a quand même des personnes en France qui pratiquent leur religion, des musulmans qui pratiquent leur religion correctement. Et c'est vrai que ça on leur empêcherait de pratiquer. Mais pas du tout. Comment ils faisaient avant la construction de toutes ces mosquées? Comment faisaient les Bordelais avant la construction C'est une question que je vous pose parce que nos auditeurs vont se la poser. Les musulmans en général font leur prière chez eux. Voilà. La mosquée, c'est juste pour les cas tout à fait exceptionnels, l'Aïd, des choses comme ça. Voilà, c'est 2 fois, 3 fois dans l'année. Voilà. En tout cas, il faut une loi française pour définir le statut de la mosquée. C'est quoi la mosquée? C'est quoi l'imam? C'est quoi? C'est une définition qui vient d'où? Elle est française? Elle vient d'où? D'Arabie Saoudite? Voilà. Alexandre? Oui, alors on peut peut-être lancer un deuxième son. Monsieur Boualem-Sansal, nous connaissons votre position sur l'incompatibilité entre l'islam et la République, justement. Écoutons tout de suite l'une de vos remarques à ce sujet. On ne peut pas fonctionner sous l'égide de 2 lois contradictoires. La loi des hommes et la loi de Dieu, c'est pas possible. Elles seront en confrontation de manière permanente. Que ferait-il pour le statut de la femme? Que ferait-il pour l'héritage? Que ferait-il pour des tas de thèmes? C'est toujours l'islam qui l'emportera. Alors, Boualem-Sansal, ce que vous dites, effectivement, c'est qu'il y a une incompatibilité entre 2 systèmes de lois, la charia et les lois de la République. Et alors moi, j'aurais une question qui va être peut-être un peu difficile, mais concrètement, il y a une autre religion qui se base aussi sur un système de loi, qui est la religion juive. Ouais. Est-ce qu'il faut appliquer les mêmes mesures à la religion juive qu'à la religion musulmane? Mais absolument, il n'y a aucune raison de traiter l'islam d'une manière spécifique. On lui ouvre toutes les portes, après on s'étonne qu'il se répand, qu'il renforce son influence et qu'à un moment donné, il soit tenté de prendre le pouvoir. On l'encourage à cela. Donc voilà, et donc il faut négocier avec les autorités musulmanes, mais lesquelles encore une fois, il faut savoir quelles sont ces... le judaïsme est quand même plus concentré comme religion. L'islam est diffus, il y a les chiites, les sunnites, les malikites, etc. Il faut définir, choisir des interlocuteurs et ne pas se faire imposer des interlocuteurs. Et avec eux, négocier sur un concordat, une règle. Il y a une phrase, justement, vous parlez du concordat, c'est assez amusant, il y a une phrase de Clermont-Tonnerre qui dit tout aux juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. Est-ce que vous dites tout aux musulmans en tant qu'individu, rien en tant que nation? Mais c'est ce que je dis depuis 20 ans, mais absolument.
L'islam est une religion comme une autre, enfin entre guillemets, c'est une religion comme une autre, elle doit être traitée selon le même processus, quoi. La France est laïque, elle doit l'être à l'égard du christianisme, à l'égard du judaïsme, mais aussi à l'égard de l'islam. Et les musulmans, y compris les musulmans croyants et tout ça, ils sont tenus de respecter cette loi. On ne va pas attendre qu'ils veuillent bien respecter la loi. Non, ils sont tenus de respecter la loi. Il y a quelques jours, une professeure s'est fait gifler après avoir demandé à son élève de retirer son voile en classe. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur ce qui s'est passé, sur cette violence de la part d'une élève, simplement parce que c'est dans une institution publique, et auquel cas c'est privé, ils ont aussi le droit de demander à leurs élèves de ne pas porter de signes religieux. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur cette action ? Mais encore une fois, face au voile, face au burkini, face à mille et une choses, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des mesurettes. C'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait, au sommet de l'État, affirmer de manière claire, nette et non négociable ce qu'est l'État français, ce qu'est la République. Et tout le monde doit s'appliquer à respecter ces règles-là. Mais sinon, tous les jours, des petites provocations de gamines, de gamins, des petites réactions par-ci, par-là. Il faut sortir de cette situation et clarifier. C'est ce qu'avait fait Napoléon à cette époque-là. Oui. Il y avait aussi beaucoup d'agitation, beaucoup de confrontation entre les communautés, d'incompréhension. Puis à un moment donné, Bonaparte a pris l'affaire en main et puis voilà. Et ce qu'on comprend effectivement dans toutes ces affaires, c'est que mine de rien, c'est triste à dire, mais le terrorisme, ça marche. Et même le terrorisme du quotidien, par des petits actes comme ça, effectivement, ça fonctionne. Moi, je me demandais quand même... est-ce que, dans le cas où, par exemple, on ferme toutes les mosquées de France, est-ce que vous n'auriez pas peur qu'il y ait une révolte phénoménale, qu'en fait, il y ait des soulèvements dans les quartiers, que ce soit la guerre civile en France à cause d'une telle mesure ? Je ne crois pas que ça aille jusque-là. Non, ça, je ne crois pas. En Algérie, au pays musulman, où les musulmans vraiment sont ultra majoritaires, durant la guerre civile, et même avant, et après, on a fermé énormément de mosquées. Toutes mosquées soupçonnées d'être salafistes ou ceci ou cela ont été fermées. Il y a eu des réactions individuelles, mais mais on peut se rappeler de ce qui s'est passé avec l'affaire Naël. Il y a un travail pédagogique qui se fait avant. C'est pas Macron ne va pas se lever un matin pour dire allez hop. Avant midi, on ferme toutes les mosquées. Non, c'est un processus politique de discussion. On vérifie que à peu près tout le monde est d'accord sur l'objectif. La méthode, ça peut discuter. L'échéancier peut se discuter. Et ainsi de suite. Et on met en place des mécanismes amortisseurs. Voilà. C'est tout un travail qui se fait. On ne décide pas comme ça. On est quand même dans un État organisé. Et qui a le souci du futur, le passé est passé, mais on a beaucoup le souci du futur, des enfants, et donc on veille effectivement à ce que... Mais il ne faut pas craindre le dérapage. Des dérapages, il y en a tout le temps. Des sorties de route, il y en a tout le temps. Voilà. Donc, il ne faut pas craindre cela, il faut y aller. Aujourd'hui, c'est quand même une communauté qui est très importante en France et qui sont souvent, justement, qui restent en communauté, donc qui sont en masse. Si jamais il y a ce genre de mesures qui a à être prises, ils descendront dans les rues. Il y aura de grandes manifestations et ça pourrait se reproduire. Alors même si c'est pas le cas n'est pas le même concernant Naël, on voit quand même que quand certaines personnes descendent dans les rues, c'est pour casser, pour détruire, que ce soit les fenêtres, les pavés. On a vu les dommages que ça a causé au niveau de ces manifestations. C'est un risque quand même qui est énorme. Oui, mais bien sûr, il y a toujours des risques. Et si vous ne faites rien, quel est le risque ? Il est encore plus grand. Parce que là, on voit tranquillement vers l'islamisation. Et puis un beau jour, vous verrez que c'est fini. Les islamistes sont à l'Assemblée nationale, ils ont la majorité, et du coup, ils peuvent suspendre la Constitution, etc. Donc il faut évaluer les risques des deux côtés. Mais encore une fois, je vous dis, il y a un travail pédagogique. Il faut d'abord une autorité qui fixe le cap, qui annonce les choses. Il faut les annoncer de manière claire. Et puis ensuite, on met en place les mécanismes à tous les niveaux, à l'Assemblée, le gouvernement, les associations, la presse et tout ça, pour préparer le terrain. Et voilà. Alors, il y aura de la petite casse par-ci, par-là, c'est sûr, mais
il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais même si l'État met des choses en place, aujourd'hui, on voit quand même, notamment dans les écoles, on a des témoignages de professeurs qui disent mais ils ont des lois à faire respecter dans leur propre classe. Donc déjà, c'est leur administration qui leur demande de faire respecter la laïcité, un comportement notable, pas de casquette en classe, etc. Pour autant, ils le disent, ils témoignent, ils ont peur. Ils ont peur de faire régner ces règles-là, par peur justement d'avoir des répercussions, parce qu'on a vu, ça fait quelques années maintenant que Samuel Paty est décédé, 1 an pour Dominique Bernard. C'est quand même, ils ont peur, quoi qu'il arrive, même si l'État met des choses en place, mais en fait, ils auront peur, toujours. Mais en fait, ils ont moins peur des islamistes et de la réaction de ces gens-là que du fait que l'État et l'administration les abandonnent. C'est ça qui leur fait peur. C'est ça. Et c'est déjà le cas. Ils sont déjà abandonnés. De ne pas être soutenus, ou d'être lâchés en cours de route, et puis de se voir ostracisés, et puis on leur met quasiment une cible dans le dos. Voilà, les gens sont prêts à agir à leur niveau, mais à condition que leur hiérarchie les soutienne. Ouais. Comme les forces de l'ordre. À la base, c'est des fonctionnaires. Ouais. Comme les forces de l'ordre. Ils appliquent les réglementations, ce que l'autorité fixe comme objectif, mais souvent l'administration est lâche, le pouvoir politique est lâche, c'est des matamores, ils parlent, et puis au moment où il faut vraiment montrer... soutenir ces gens-là, justement, et là, ils sont aux abonnés absents. Voire pire, ils dénoncent leurs propres fonctionnaires et ils les sanctionnent. Oui. Voilà. Oui, ils sont sanctionnés, ils sont renvoyés, ils sont... Voilà, totalement. Ils ont moins peur des islamistes que de leur hiérarchie. Totalement. Messieurs, souvenons-vous de ce passage de Jean-Luc Mélenchon dans l'émission On n'est pas couché. C'était il y a 14 ans, en 2010. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur. C'est obscène, cette histoire de burqa. Ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Alors, qui se souvient de Mélenchon laïque ? C'était il y a 14 ans maintenant, on peut dire qu'il a bien changé. Ce qu'on remarque, c'est que la France Insoumise, vous le savez, ça fait maintenant 1 an qu'elle capitalise sur le conflit qui se passe à Gaza. Alors, à Gaza, effectivement, on peut en penser beaucoup de choses, mais ce qui est certain, c'est que la situation actuelle a mobilisé un électorat musulman qui d'ailleurs d'habitude n'est pas très présent dans les élections, des électeurs des banlieues et des musulmans, enfin les deux ensemble, qui en fait se mobilisent, pour le coup, vont dans la rue et manifestent pour Gaza. Selon vous, Boualem Sansal, pourquoi est-ce que ce sujet de la cause palestinienne mobilise autant l'électorat musulman aujourd'hui ? Solidarité islamique, musulmane, à la base c'est ça. Donc cette solidarité ne s'exprime pas qu'en France, elle s'exprime partout dans les pays musulmans. La tendance naturelle est de soutenir les gens qui sont en situation de minorité, victimes de... C'est normal. Ce qui ne l'est pas, c'est l'utilisation de ce sentiment naturel. Nous sommes tous solidaires des Palestiniens quand on voit les images. Bien sûr. On voit les pauvres, ces enfants, ces trucs qu'on devrait faire. Voilà, ça c'est naturel. Ce qui ne l'est pas, c'est cette utilisation par les uns et une non-utilisation par les autres. Mais Mélenchon est un spécialiste de la récupération de n'importe quoi. Donc il était contre le voile et vous avez passé un extrait qui l'explicite contre le voile. Aujourd'hui, il est pour. Donc, c'est un homme politique qui cherche un public et il le trouve là où il pense que pouvoir facilement les influencer. Mais là aussi, encore une fois, je reviens à l'État sur la question de la Palestine et de Gaza et tout ça n'est pas clair. Il n'est clair sur rien. L'État français n'est clair sur rien, ce qui fait qu'il a ouvert les portes à toutes les dérives économiques, financières, philosophiques. C'est dans tous les sens. Il n'y a plus d'État. La France n'existe pas. Et mon ami Bruckner a écrit un livre qui a pour titre le sanglot de l'homme blanc. On pourrait parler du sanglot de la France éperdue.
Et voilà, c'est un navire sans commandant. Et donc, ça déchire de partout. Voilà, il faut faire partir Macron. Voilà, il faut mettre le gouvernement en demeure d'agir d'une manière claire. Barnier démarre, bon, très bien, il l'ouvre un peu à droite, à gauche, mais ça ne doit pas durer longtemps. Il doit afficher des caps clairs sur ces questions-là. Quand Retailleau considère que ces déclarations sur l'immigration, c'est un premier signal intéressant qui vient du ministère de l'Intérieur, quand même. C'est pas mal. Ça peut orienter les choses à la bonne direction. Pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pensez qu'il y croit aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment pour le port du voile maintenant, alors qu'il y a à peine 10 ans, il était contre et très franchement contre? Il faut se méfier de ceux qui y croient beaucoup, hein. Donc, parce qu'ils peuvent, comme ils sont dans la course au pouvoir, la croyance peut se transformer facilement en idéologie. Il faut faire très attention. Non. À la base, il faut des convictions, quelques convictions de base. Hein. C'est croire en la République, croire en la loi. Voilà, c'est 2-3 trucs, ça suffit. Le reste, c'est le terrain qui commande. C'est la conjoncture, c'est le... voilà, on travaille avec ce qu'on a sous la main. Il est pour le port du voile par intérêt, ou parce qu'il est vraiment pour le port du voile pour les femmes, pour leur liberté, entre grands guillemets, bien sûr? Comment? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est vraiment pour le port du voile pour la liberté des femmes, ou est-ce qu'il est pour le port du voile à des fins de clientélisme? Oui, Mélenchon recrute, donc il flatte les uns les autres. Il flatte évidemment les émigrés en situation de désarroi. Le voile, enfin, il joue sur tous ces petits tableaux. Ça rapporte il grappille des voix par-ci par-là. Il fait de la petite politique politicienne. Bon. Il y a quelque chose qui me marque dans ce que vous dites, c'est que vous parlez beaucoup de la République et de la force de la République française, sauf qu'on voit qu'aujourd'hui, comme vous le dites, cette République elle est en déclin et que l'islam s'installe, que la laïcité n'est pas assez puissante, que l'islam s'installe. Il y a quelque chose qui était présent avant la République en France, ça s'appelle le christianisme, et c'est quelque chose d'ailleurs qui connaît une sorte de retour aussi. Il y a un retour de beaucoup de Français au christianisme, la déchristianisation s'arrête un peu, il y a beaucoup de nouveaux convertis. Est-ce que vous pensez que le christianisme qui est inscrit dans l'histoire de France peut aider aussi à lutter contre la propagation de l'islam? Je ne crois pas trop, parce que le christianisme s'est désarmé il y a très longtemps. Je veux dire que ce n'est pas seulement le fait qu'il y a très peu de chrétiens qui vont dans les églises, qui pratiquent. Non, le désarmement du christianisme est très ancien. Donc, cette énergie n'existe plus. Une religion est... on peut dire qu'une religion est énergique quand elle est dans une situation d'expansion, de prédication. On ne voit pas. Est-ce que vous voyez, vous, des prédicateurs chrétiens allant de ville en ville, d'église en église? Cela étant, il y a de plus en plus de conversions au christianisme. Le pèlerinage de Chartres fonctionne mieux d'année en année, j'ai envie de dire. Il y a des baptêmes, de conversions de musulmans qui se convertissent au christianisme. Mais c'est très marginal, c'est des réactions comme ça. D'accord. Voilà. On ne peut pas bâtir une politique sur cela, sauf à s'inscrire sur la très longue durée. Oui. Mais bon. Est-ce que l'État français pourrait s'engager dans cette... non. Voilà. Est-ce que le Vatican lui-même, quand on voit ce qui se passe depuis Vatican II, il ne faut pas jouer sur ça. C'est peanuts. Non. La République, elle doit se reconstruire. Voilà, elle doit se muscler, elle doit montrer ses biscottos et mettre tout le monde en rang. Voilà. Quasiment peut-être déclarer une sorte d'état d'urgence. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Il y a la loi courante, et puis face aux trucs d'exception, tout ça, on décrète la loi d'urgence, ceci, jusque, si le danger est immense, jusqu'à la loi martiale. Merci. Là, au contraire, à chaque fois qu'il y a un problème, on décrète l'ordre en dessous l'ordre minimum de républicains. On va céder un peu de terrain, on va les laisser. Bon, on va voir, c'est ça qui va les désarmer. On va leur permettre de... Non, il faut...
état d'urgence. Merci messieurs. Boualem Sansal, merci d'être venu ce matin. Merci à vous. On espère vous revoir très bientôt dans Frontières la matinale. C'était un plaisir d'échanger avec vous.